Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. L'histoire de notre famille peut nous transmettre l'envie d'accoucher physiologiquement ou à l'inverse nous donner envie de découvrir une autre aventure que celle qu'on nous a peut-être trop racontée. Puehere, mêlé entre ces deux héritages, a choisi de se laisser porter par l'histoire de sa grand-mère ayant accouché dans les îles Tuamotu. Une préparation idéale pour être enfin prête le jour J. Mais peut-on vraiment l'être ? Puehere, elle, se sentait prête, à 200% même. Elle et son compagnon avaient hâte, mais ne se doutaient pas de ce qui les attendait. Entre un accouchement express et un bébé coiffé, Puehere nous raconte la douceur de son accouchement, malgré une vitesse inattendue, la magie d'une rencontre et le soutien sans faille de ses sages-femmes lors de son postpartum. Aujourd'hui, Puehere nous raconte son histoire. Bonjour Puehere. Bonjour Capucine, bonjour Julie. Bienvenue dans notre podcast. Merci d'avoir accepté de témoigner à notre micro. Merci de m'accueillir parmi vous. Et on aimerait bien commencer par te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Puehere, j'ai 34 ans et j'habite sur l'île de Tahiti en Polynésie française. J'ai la chance d'habiter à même pas 5 minutes de l'hôpital du Taoné et du coup donc à 5 minutes de la maison de naissance. Et je suis juriste dans l'administration polynésienne, donc je suis fonctionnaire territoriale. Et j'habite avec mon chéri depuis maintenant 4 ans. Et j'expérimente depuis cette semaine la première maladie de mon bébé, qui a eu une belle laryngite et qui est tellement généreux qu'il nous l'a partagé à son papa et moi. Donc voilà pourquoi j'ai une voix aussi sexy pour échanger avec vous. Merci d'être quand même là parmi nous. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, dans quelle maison de naissance tu as accouché, le nom ? Alors moi j'ai accouché à la maison de naissance de Tumuora, qui est la seule maison de naissance de Polynésie française et qui existe depuis 2 ans maintenant, si je ne me trompe, et qui pour l'instant est en mode expérimental. D'accord. On aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors moi je vois les maisons de naissance en fait comme un espace de liberté où en fait on laisse le choix aux futurs parents de pouvoir accueillir leur enfant comme ils le souhaitent et comme ils le sentent et qui permet en fait de prendre le temps de respecter les projets de naissance. Merci. Maintenant qu'on situe un peu plus qui tu es, on va parler de tout ce que peut impliquer un projet en maison de naissance. Donc la première chose qu'on aimerait bien aborder avec toi, c'est de savoir ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Est-ce qu'il y avait une personne dans ton entourage qui avait déjà eu cette expérience, ou est-ce que c'est une envie qui est née de toi, au fond de toi ? Il faut savoir de base, j'ai une appréhension pour le milieu hospitalier. J'ignore d'où elle vient, mais je ne me sens pas en sécurité en fait quand je suis dans les milieux hospitaliers, même si je sais qu'ils sont là pour justement nous accompagner dans les divers soins qu'ils proposent. Mais je sais que de base, aller voir le médecin, c'est quelque chose que je redoute à chaque fois. Et ensuite, j'ai ma grand-mère tahitienne qui a eu l'occasion d'accoucher en fait dans les îles, dans les Tuamotu, il y a très longtemps, qui a accouché chez elle en fait à domicile et dans les îles ça se pratiquait. Ça s'est probablement perdu petit à petit, hein, mais c'est quelque chose qui moi en fait coulait de source.
Et je me sentais en santé, j'avais confiance en mon corps. Et je me disais, là, je sais que je peux accoucher naturellement et que je me sentirais mieux de pouvoir accueillir mon enfant de manière physiologique et surtout d'être à l'écoute de mon corps sans qu'on m'impose quelque chose. Et de ce fait, comment tu as connu les maisons de naissance? Comment c'est arrivé dans ta vie, les maisons de naissance? Comme je disais, moi, mon envie, c'était vraiment de respecter mon corps, premièrement. Quand j'ai commencé du coup à me renseigner de où j'allais pouvoir accueillir mon enfant, j'ai découvert la maison de naissance en Polynésie française. Je me suis renseignée pour savoir quelle était cette maison de naissance, parce qu'avant ça, bien sûr, j'avais absolument pas connaissance des maisons de naissance. Moi, je savais, comme beaucoup de personnes peut-être, qu'on accouchait dans les maternités. Et du coup, sur le territoire, il y a eu des reportages sur la maison de naissance, il y a eu des témoignages aussi. Et donc, je me suis documentée et puis j'ai été après prendre un rendez-vous pour aller rencontrer les sages-femmes de la maison de naissance et aller visiter cette maison de naissance avant de prendre la décision d'être suivie en maison de naissance. Et quelle image tu te faisais des maisons de naissance avant d'entamer ton suivi, peut-être même avant d'avoir eu ce premier rendez-vous? J'avais plutôt une image positive parce que là, je me disais, je sais que malheureusement, dans les milieux hospitaliers, ils n'ont pas forcément suffisamment de temps pour être à l'écoute des patients. Ils sont souvent en sous-effectif ou débordés et pas les moyens nécessaires. Et là, en maison de naissance, je le voyais vraiment comme une parenthèse qui permettait de prendre le temps d'accompagner les personnes et de les écouter, d'être à leur écoute de leurs besoins et de leurs projets. Oui, d'avoir le temps de pouvoir prendre soin d'eux. C'est ça. Moi, c'était vraiment ce que je recherchais, c'était quelqu'un qui prenait le temps de se poser et de discuter avec moi en fait de qu'est-ce que j'envisageais, comment je voyais les choses et comment surtout je me sentais. Oui, c'est assez essentiel, surtout pour une grossesse, de pouvoir faire ça. Et une fois que toi, tu as eu ces données et cette envie d'aller en maison de naissance, j'imagine que tu en as discuté avec ton compagnon. Et lui, quel était son point de vue? Est-ce qu'il avait un a priori positif comme toi? Alors, j'ai omis de le préciser tout à l'heure, mais mon compagnon a un grand frère qui, l'année précédente, a eu une petite fille. Et initialement, ils avaient été suivis par cette maison de naissance. Finalement, ils n'ont pas pu accueillir leur bébé dans cette maison de naissance, mais justement, son grand frère a pu lui expliquer tout le cheminement et l'accompagnement qu'ils ont eu dans la maison de naissance. Donc ça l'a rassuré de savoir déjà que son frère avait été suivi dans cette maison de naissance. Et surtout, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui a confiance en moi, qui respecte en fait mes choix. C'est chouette. Alors maintenant, on va un petit peu plus se concentrer sur ce que tu as vécu à la maison de naissance. Et peut-être qu'on va commencer par aborder les visites mensuelles. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Quels étaient les actes médicaux pratiqués par les sages-femmes? Il faut savoir qu'au début de ma grossesse, j'étais suivie par un gynécologue. J'ai fait ce choix-là parce que j'ai eu précédemment 2 fausses couches. Et du coup, je préférais pour le début de cette grossesse-là être suivie pour être rassurée de savoir est-ce que vraiment cette fois-ci ça va aller jusqu'au terme. Et puis, étant aussi un peu une bourreau du travail, du coup, je me suis vraiment impliquée dans ma grossesse qu'à partir du 5e mois. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience en fait que j'étais enceinte. Et du coup, je n'ai été suivie par la maison de naissance qu'à partir du 5e mois. Il y a des délais à respecter, on était dans les délais, tout allait très bien. Et le suivi s'est fait mensuellement, à chaque fois une rencontre avec une des sages-femmes. Elles sont plusieurs sages-femmes permanentes, donc on les connaît toutes. C'est ça qui est très agréable. Elles te posent des questions déjà, comment tu te sens, est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce que le bébé bouge toujours autant. Elles te demandent toujours est-ce qu'elles peuvent et est-ce que je souhaite avoir un toucher vaginal. Donc ça, elles te laissent le choix de vérifier ou pas à ce niveau-là.
Et elles viennent aussi vérifier avec Le monitoring? voilà, le monitoring. Voilà. Elles viennent vérifier ça et elles ont eu l'occasion aussi de me pratiquer des tests urinaires. J'imagine que tu avais aussi des prises de sang à réaliser. Oui, justement, n'ayant pas eu la toxo, j'ai eu mensuellement des prises de sang à faire. Ouais. Et ayant également un régime végétarien et ne souhaitant absolument pas le changer pendant ma grossesse, j'ai été aussi surveillée de près pour voir que si je n'avais pas de carence ou d'anémie à ce niveau-là. Et non, ma grossesse s'est très bien déroulée, sans aucune difficulté, même en ayant une alimentation exclusivement végétale. Parfait, c'est très bien pour toi et pour bébé. Mhm. Est-ce que tu peux maintenant nous parler des séances de préparation à l'accouchement? Tu as sans doute dû en avoir sur le dernier trimestre de grossesse. Comment ça se déroule? Alors oui, on a eu 8 séances de préparation. Les papas sont invités aussi à participer. Donc j'ai mon compagnon qui a assisté à toutes les préparations. Il y a eu aussi une séance où exceptionnellement la sage-femme est venue à mon domicile parce que mon corps a fait une menace d'accouchement prématuré à 32 semaines. Et du coup, j'avais été hospitalisée pendant 3 jours parce qu'il y avait eu des contractions sans que je le sente. Et ça avait joué sur mon col qui commençait à s'effacer. Du coup, à ce moment-là, j'avais dans la semaine qui suivait un cours de préparation qui était programmé. Et du coup, les sages-femmes de la maison de naissance se sont proposées de venir à domicile puisque c'était sur le thème du vortex de la naissance. Et donc ça, j'avais été vraiment ravie de pouvoir continuer à suivre ces cours-là, même dans cette situation un peu particulière qui m'obligeait un petit peu à être au repos, chose que j'avais eu beaucoup de mal à faire pendant ma grossesse, de me reposer. Puisque bon, moi, j'ai pas l'habitude de rester au repos. Et là, c'est vrai que là, on m'a contrainte de rester à domicile. Ça avait été un peu difficile à vivre cette période-là. Mais les préparations de l'accouchement à naissance, c'était vraiment une expérience qui était très intéressante et très importante. Surtout pour mon chéri, qui du coup, lui, a dû le vivre aussi de sa manière. Hein. Mais ça lui a permis de voir concrètement, on lisait des livres, mais là, on avait la version pratique et on avait surtout la version d'une professionnelle de santé, hein, les sages-femmes, qui venait en plus préciser ce que nous, on avait pu nous se documenter de notre côté. Ça venait compléter vos lectures et répondre peut-être à des questions vraiment propres à votre expérience à vous. Oui, c'est ça. Effectivement, on s'est documenté, mais c'est toujours bien d'avoir aussi, enfin, et c'est même nécessaire d'avoir le soutien des sages-femmes et leur expertise. Et ce qui est vraiment appréciable aussi avec la maison de naissance, c'est qu'elles ont un numéro en fait d'astreinte et elles sont joignables quasiment H24. Donc la moindre question, on peut leur envoyer un SMS, on peut leur appeler. Il y aura toujours une des sages-femmes qui sera là pour répondre à ta question. Et comme elles nous le disent tout le temps, il n'y a pas de questions idiotes. Donc tu peux leur envoyer un SMS. Moi, typiquement, je le savais, pourtant j'ai quand même envoyé un message pour me rassurer. Mais pendant le postpartum, à 3 mois de bébé, j'ai eu une perte de cheveux qui était très impressionnante. Et du coup, là, j'ai appelé les sages-femmes en disant non, mais là, c'est plus possible. Enfin, dites-moi que ça va s'arrêter. Et donc là, elles m'ont conseillé, prends des compléments, prends des choses comme ça. Et voilà. Donc c'est ça qui est appréciable, c'est qu'on sait que pendant toute la grossesse, que le jour de l'accouchement et même après, on a quelqu'un à qui poser les questions et qui va nous répondre. Oui, tu t'es tout le temps accompagné et en plus, comme tu le disais tout à l'heure, vu que tu les connais toutes et que c'est tout le temps les mêmes, il y a vraiment un lien de confiance et elles te connaissent particulièrement, donc elles savent en plus ta sensibilité et comment t'aiguiller en fonction de qui tu es. Exactement. En fait, elles connaissent un peu un bout de ta vie. Elles t'accompagnent en fait sur ce cheminement. En plus, moi, étant une primipare, donc c'était mon premier bébé,
Elle t'accompagne vraiment sur le chemin de la parentalité. Et surtout, moi, j'ai le sentiment d'être soutenue. Et je sais que si j'ai la moindre question, même là pour notre bébé qui est malade, mon chéri m'a dit dans la semaine, et si on envoyait un message aux sages-femmes pour savoir leurs conseils, qu'est-ce qu'on devrait faire avec bébé pour le soulager et l'accompagner. Donc c'est vraiment, pour moi, une des forces de la maison de naissance, c'est l'accompagnement permanent et le soutien et de savoir qu'il y a quelqu'un qui sera là pour te répondre en permanence et qui te connaît et qui connaît ta situation et ton vécu. C'est vrai que c'est, comme tu dis, quelque chose, moi, que je qualifie un peu comme un luxe. Parce que c'est, comme tu le disais tout à l'heure, en maternité classique, ils ont pas forcément le temps et c'est pas un manque d'envie. Des fois, c'est un manque de moyens ou une surcharge au-delà de leur propre chef, quoi. Autre question, à part les préparations du coup que tu as fait à la maison de naissance et toutes les consultations mensuelles, est-ce que tu as vu d'autres professionnels de la périnatalité pour un accompagnement à l'accouchement, comme je sais pas, du chant périnatal, du yoga, de l'autonomie? Est-ce qu'il y a eu d'autres suivis ou est-ce que vraiment ça a été uniquement un chemin à la maison de naissance que tu as vécu? Alors, à la maison de naissance de Tumura, on a la chance mensuellement d'avoir des ateliers qui sont proposés, des ateliers avec des thématiques différentes. Et donc du coup, ils proposent en fait du yoga prénatal, du yoga postnatal, du chant également, de l'apnonomie. Il y a eu des cours pour l'allaitement aussi. Donc on a vraiment cette opportunité de pouvoir suivre ces cours. Tout est pris en charge par la maison de naissance quand tu y adhères. Donc tu peux y participer gratuitement, c'est pris en charge dedans. Et nous, on avait fait avec mon compagnon un atelier sur la communication dans le couple après l'arrivée de bébé. Chose qui pour moi me semblait importante et maintenant que je l'ai vécu, je confirme que c'est très important d'avoir suivi ça en amont. Voilà, c'est vraiment une réelle opportunité d'avoir ces ateliers-là qui sont directement proposés à la maison de naissance. Ça permet aussi de faire connaître ces professionnels qui proposent après en dehors ce type d'accompagnement. Et moi, cela m'a permis par la suite de continuer en fait une fois par semaine de faire du yoga prénatal pour justement travailler mon souffle, assouplir mon périnée, pour qu'il soit comme il faut, le préparer. Et surtout savoir les positions adoptées au moment de l'accouchement pour favoriser justement l'accompagnement du bébé vers sa vie extérieure. Et après tout ça, est-ce que tu te sentais bien prête? Alors oui, moi je me suis sentie prête à 200%. Justement, le vortex de la naissance, c'est un cours qui m'avait vraiment passionnée parce que je m'y attendais pas. Je n'avais pas du tout conscience de ça. À la maison de naissance, ils te prêtent aussi des livres sur justement l'accouchement physiologique, comment se préparer, comment pour l'allaitement. Et il y a une super BD, alors je ne me rappelle plus du nom, mais il y a une super BD qui retrace vraiment tout le parcours que la femme vit au moment de l'accouchement. Et ça, c'est une image en fait qui m'est restée même le jour J, parce que je savais exactement à quelle étape j'en étais pendant l'accouchement, grâce aux préparations que j'avais faites au préalable. Et ouais, non, c'était vraiment un moment très intense. Vu comment tu étais super prête, comme tu dis, du coup il restait plus qu'à vivre l'accouchement, on est d'accord? Et est-ce que tu peux nous raconter le jour J? Alors, moi, j'étais prévue à terme pour le 15 mai et il s'est avéré qu'il est arrivé un peu après. Donc, comme je disais, à 32 semaines, j'avais fait une menace d'accouchement précoce, donc prématuré. Bébé voulait arriver plus tôt. Finalement, il est arrivé après son terme. Il voulait plus sortir. Et là, j'avais un papa, un futur papa à côté de moi qui était pressé d'accueillir son bébé, qui du coup me faisait faire les marches, monter les escaliers en disant allez dépêche-toi, viens, allez fais-le sortir et tout. Donc moi je disais que j'étais prête complètement, je savais
je savais aussi de base que bébé voulait arriver dans l'eau. Donc mon choix était de l'accueillir dans une baignoire ou dans la piscine. Ça, je ne savais pas trop, mais c'était forcément dans l'eau. Et il y a un vendredi soir, mon chéri a fait du sport et il s'est bloqué le genou. Il s'est fait une entorse du genou. Donc il était en béquille. Et là, je l'ai regardé et je me suis dit, c'est pour ce soir. Et là, il me dit, mais non. Eh bien, ça n'a pas raté, ça a été pour le soir. J'ai été me coucher. Parce C'est que toujours moi, comme ça. Voilà. Je me suis dit, je le sens, c'est tellement bon, je vais aller me coucher. Donc, je me suis couchée à 19h30, 20h. Parce que je sentais le truc arriver. Et je me suis réveillée à 23h avec la première contraction. Et là, et ensuite, ça s'est pas arrêté. Donc voilà, après c'est première contraction à 23h, je me suis levée, mon chéri dormait. Je vais dans la salle de bain, je me suis prise en photo parce que là j'ai senti que c'était la dernière fois en fait que je me voyais enceinte. Et ensuite tout s'est enchaîné très très vite. J'ai réveillé mon chéri au bout de 20 minutes parce que là j'avais les contractions qui commençaient vraiment à être rapprochées. Il a tout de suite appelé la maison de naissance, donc ils ont le numéro d'astreinte. Et en même pas 30 minutes, donc ça faisait 1 heure, là on a rappelé la maison de naissance et on a dit ouais non là c'est beaucoup trop intense, on y va. Et donc on est arrivé à la maison de naissance sur les coups de minuit 30. Et la sage-femme qu'on connaissait était accompagnée d'une deuxième sage-femme parce que les sages-femmes ne sont jamais seules à la maison de naissance, elles sont toujours en binôme pour accueillir les futurs parents. Et là, le temps qu'elle prépare le bain, puisque du coup, comme elle savait que je voulais accueillir bébé dans l'eau, elle a fait couler le bain. Pendant ce temps-là, la deuxième sage-femme et mon chéri était parti chercher les affaires. La deuxième sage-femme était en train de m'encourager, de m'inviter à souffler, à remettre en pratique tout ce que j'avais vu tout le long. Et ensuite, je suis rentrée dans l'eau chaude, ce qui a été un vrai soulagement à ce moment-là. Et puis là, en fait, ça a été très, très rapide. On est arrivé vers les minuit 30 et bébé est arrivé à 3h07. Donc au final, ça a mis 4 heures à peu près en tout et pour tout. Moi, ce que j'ai vraiment adoré dans cette expérience, c'était que ça m'a permis en fait d'être pleinement présente pendant l'accouchement. Et je crois, et je suis même sûre, que de toute ma vie, c'est le seul moment où j'ai été pleinement présente à l'instant T, à un moment donné en fait. Et j'ai vécu vraiment chaque étape. Enfin, moi, je m'en rappelle vraiment, mais je peux vous dire vraiment, à 23h, il s'est passé ça, ensuite il s'est passé ça, ensuite il s'est passé ça. Avant qu'on quitte la maison, je nous ai filmé, mon chéri et moi, où justement, je disais, c'était un message pour mon bébé. Donc, un jour, j'inviterai mon bébé à regarder cette vidéo, où je lui disais que là, on s'en va à la maison de naissance parce qu'on va bientôt l'accueillir. Et là, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps cette vidéo, et en fait, je savais que sur le moment, j'avais mal, mais quand j'ai re-regardé la vidéo, je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Enfin, tu vois sur la vidéo que je suis en train de... Je souffle et que j'en peux plus, quoi. Mais du coup, c'est vraiment drôle de revoir tout ça. Et pendant l'accouchement, j'avais indiqué dans mon projet de naissance que je souhaitais des photos. Et donc, la sage-femme prenait des photos également. Donc, j'ai le privilège d'avoir des photos de souvenirs des différentes étapes. J'avais une des sages-femmes qui me tenait la main, qui me disait que c'était super ce que je faisais. Ce que j'ai adoré aussi, enfin ce que j'ai apprécié, c'est qu'elles ne sont absolument pas intrusives. Elles sont là, mais elles te laissent faire. Elles te laissent faire toi en tant que maman, en tant que femme qui connaît son corps. Elles te laissent être là avec ton bébé qui est en train d'arriver. Et elles laissent la place au papa. Et elles sont juste là pour soutenir. Donc, elle m'encourageait, elle me mettait de l'eau sur le dos pour essayer d'apaiser pendant les pics de contraction. Et comme je savais aussi que les contractions sont des amies, au contraire, elles sont là pour te rapprocher le plus possible de ton bébé. Ça veut dire qu'il
il faut pas les voir comme c'est une contraction, ça fait mal. Il faut la vivre intensément parce que du coup ton bébé arrive et ensuite ça redescend et tu as les phases où quand ça se relâche, moi je me suis endormie. Donc c'est ce que mon chéri me disait, que j'ai eu même des phases de somnolence. Il y avait de la musique aussi, on avait mis une bande son avec des musiques que j'aime bien. Et du coup, je sais, et ça je m'en souviens, j'ai chanté à un moment donné. J'étais en train de chanter une de mes musiques. À les moments où je sentais bien mon bébé passer au niveau du bassin, je me suis même dit, mais quelle idée que j'ai eue de faire ça. Moi qui veux des jumelles, les jumelles elles vont attendre. Parce que là, waouh! C'était combien de temps avant la fin, ça? Alors je pense que c'était en l'espace d'1 heure, 45 minutes avant la fin peut-être. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle la phase de désespérance et ça y ressemble un peu, non? Alors la phase de désespérance, celle-là je me souviens très très bien parce qu'en fait, instinctivement, je me suis mise en position chasse-neige parce que je me suis souvenu que écarter, se mettre dans cette position permettait d'ouvrir en fait les hanches. Et au moment où je me suis mise en position chasse-neige, je disais justement non mais j'en peux plus là, c'est plus possible. C'était la phrase de j'en peux plus, c'est plus possible. Et la sage-femme qui disait c'est super ce que tu fais, continue comme ça, c'est très bien. Et là moi j'étais en train de lui répondre non mais c'est très bien, mais à d'autres quoi. Non mais voilà, donc je sais qu'il y a eu des moments comme ça. Et ce qui m'a redonné le coup de fouet, vraiment la toute fin, c'est au moment où en fait j'ai mis ma main en dessous et j'ai senti la tête de bébé, mais qui était encore à l'intérieur. Donc il se présentait en fait au niveau du col et je l'ai senti. Et ça en fait, dès que je l'ai senti, j'ai dit non mais il est là. Et ça m'a redonné un coup de fouet. Du coup j'ai absolument tenu à ce que mon chéri touche aussi. Ce que papa ne voulait pas au début. Mais il a fini par toucher également parce que je me rappelle lui avoir dit non mais c'est la seule fois de ta vie où tu vas toucher ça. Donc vas-y. Donc papa a touché et on a eu tous les deux le privilège de toucher la tête de bébé qui était dans sa poche des os. Parce que ma poche des os n'a pas rompu. J'allais te demander, oui. Voilà, j'attendais ce signal. Mais en fait, elle n'a pas rompu, bébé est arrivé avec. Et donc bébé est né coiffé. Et je me rappellerai toute ma vie de cette douceur en fait. C'est une sensation qui est vraiment... c'est tout doux. Et en fait, c'est au moment où vraiment je l'ai touché, où mon chéri l'a touché, où je me suis dit, il est là, ça y est. Et ça m'a redonné de l'énergie pour accompagner les dernières expirations, pour pouvoir justement l'accompagner dans la sortie. J'ai donc vécu à 200% le cercle de feu, qui est la dernière étape avant au moment où la tête sort. Et justement, j'étais en train de dire oh là 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 là, le cercle de feu, non, c'est la légende est vraie. Et ce qui faisait très rire les sages-femmes. Et quand la tête est sortie, du coup, il y a eu cette phase de ça y est, le plus dur est fait. Et après, le corps a suivi en l'espace, même pas juste après, quoi. Le bébé est arrivé tout de suite après. Tu disais coiffé, est-ce que tu peux expliquer peut-être plus précisément Oui, donc un bébé coiffé, on m'a dit que ça a été un bébé porte-bonheur, parce que ça arrive pas très souvent. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où sa tête est sortie, sa tête était encore dans son placenta. Dans la poche des os, oui. Donc j'ai la chance d'avoir une photo aussi où on voit la poche des os de bébé. Donc on ne voit pas sa tête, en fait on voit une boule où c'est la poche des os en fait et il y a la tête de bébé. Et tu l'as en photo, c'est super. Oui, j'ai la chance d'avoir cette photo-là. Ça doit être un cliché incroyable. Tu parlais des sages-femmes qui laissaient la place à ton compagnon et du fait qu'il a touché, mais entre les deux, tu nous as pas trop dit peut-être ce qu'il faisait à part vider les valises de la voiture. Oui, alors mon chéri étant avec une béquille ce jour-là, il a été... j'ai très probablement dû lui arracher le bras à un moment donné. Mais de tout le long, il était à mes côtés, il me tenait les mains, il me caressait le visage. C'est lui qui a été mettre le bande-son.
Il m'a proposé à manger, mais bon, j'avais pas forcément envie de manger. Mais il me disait des mots doux aussi. Il me disait ô combien il m'aimait et ô combien j'étais courageuse et forte d'affronter, enfin de vivre cette expérience. Et justement, non, mon chéri a été un soutien énorme. Et c'est la chance qu'on a aussi en maison de naissance, c'est que on peut choisir. On s'était posé la question, est-ce que on invitait nos mamans respectives à venir aussi le jour de l'accouchement pour vivre cette expérience, parce qu'on a cette possibilité à Tumuora de venir avec qui on veut. Je sais qu'il y a des mamans qui sont aussi venues avec leurs chiens, avec leurs animaux, ou avec leurs enfants, parce qu'ils ont déjà des enfants un peu plus grands. Et donc ça, c'est vraiment... c'est génial, en fait, de pouvoir avoir le choix de venir, de permettre à qui on le souhaite d'assister à cet accouchement, à cet événement. Donc nous, on a fait le choix que ça reste qu'entre mon chéri et moi, mais on sait qu'on avait la possibilité d'inviter d'autres personnes si on le souhaitait. Oui, c'est cool ça. C'est une question qu'on peut se poser des fois. Est-ce qu'on aimerait... C'est tellement un jour extraordinaire que des fois on a envie de partager avec davantage de gens qu'on aime. C'est tellement unique comme moment, ça m'étonne pas que la question se soit posée. Oui, c'est vrai qu'on s'est vraiment posé cette question, mais on s'est dit qu'on préférait quand même garder cet instant pour nous et qu'on avait les photos et certaines vidéos qu'on pourrait, si certaines personnes le souhaitaient, montrer et visionner pour partager notre expérience. Chose que j'ai faite, j'avais proposé à ma maman, qui elle a absolument voulu voir comment était arrivé son petit-fils sur cette terre. Et elle a été très émue de voir les photos et de se dire que c'est comme ça qu'il est arrivé et que c'était possible. Et que finalement, j'ai eu raison. Enfin, ma famille était totalement contrainte. J'étais la seule à vouloir accoucher en maison de naissance. Comme je disais, j'ai la chance d'avoir un chéri qui me fait confiance. Mais sinon, dans ma famille, tout le monde me disait que, j'étais folle de refuser la péridurale. 2, j'allais regretter mon choix et que le jour J, j'allais absolument faire marche arrière et demander la péridurale et demander à être transférée. Et 3, je m'exposais à des risques inimaginables, que c'était une folie que d'aller en maison de naissance. Et finalement, j'ai eu raison de me faire confiance et mes proches n'en reviennent toujours pas. Et ils se disent, après, ils en ont conclu par me dire non, mais toi, t'es particulière. C'est la raison pour laquelle aussi on fait ce podcast, c'est donner la parole à toutes ces femmes qui ont accouché en maison de naissance et où ça s'est bien passé et où ça permettra aussi de rassurer des futures familles. Ah oui, parce que vraiment, quand bébé est arrivé, donc il est arrivé dans l'eau, donc c'est moi qui l'ai accueilli, puisque du coup... alors ça aussi, on m'a dit « Ah, mais il va se noyer si tu l'accueilles dans une baignoire. » Je dis « Alors, il a passé 9 mois de sa vie dans un liquide amniotique. Non, il ne va pas se noyer. Tout va bien. » Et ensuite, du coup, je l'ai sorti. Donc oui, je l'ai sorti de l'eau. Donc les sages-femmes m'avaient expliqué aussi, parce qu'il y a quand tu l'accueilles dans l'eau, une fois qu'il est sorti, tu ne le remets pas dans l'eau. Tu le laisses hors de l'eau. Donc il y a... En fait, pendant ta préparation à l'accouchement, tu expliques ton projet aux sages-femmes et en fonction de ton projet, elles vont te conseiller. Donc nous, on savait exactement quelles actions et comment réagir puisqu'on voulait l'accueillir dans l'eau. Donc il y avait ça aussi de ce côté-là. Et quand je l'ai accueilli dans l'eau, moi, il fallait savoir que ma plus grande appréhension dans l'accouchement, c'était pas d'accoucher mon bébé, c'était la phase de délivrance. Donc au moment où le placenta va sortir. Et j'avais cette appréhension parce que ma maman a fait une rétention placentaire pour ma naissance. Donc du coup, c'est vraiment une étape que j'appréhendais dans l'accouchement. Et j'avais partagé cette appréhension auprès des sages-femmes de la maison de naissance lors de notre accompagnement. Donc premièrement, elles avaient su me rassurer sur quelle était cette étape de délivrance, puisque du coup, elles m'ont expliqué comment ça se passait, et aussi ce qui était mis en place pour favoriser en fait la libération du placenta et surtout
si jamais ça ne se passait pas comme ça devrait se passer, les cas de transfert qui étaient mis en place pour ensuite être transférés à l'hôpital pour terminer cette étape-là de l'accouchement. Du coup, j'avais ces notions-là aussi de mon côté. Ça m'a permis aussi de me rassurer parce que en fait, j'arrivais pas à imaginer. Moi, ayant eu les récits de ma maman, je me disais libération du placenta, risque hémorragique. Enfin voilà, j'avais une vraie appréhension à ce niveau-là. Les préparations qu'on a eues au préalable, ça m'a rassurée. Et finalement, le jour J, quand bébé est arrivé, je l'ai pris dans mes bras. Et là, le temps de l'accueillir, hein, bien sûr, il y a eu un temps de pause. En fait, ça a été vraiment un moment où j'ai regardé mon chéri, j'ai dit, il est là. Enfin voilà, je l'avais dans mes bras. Et là, on a une des sages-femmes qui m'a invitée à me lever, doucement, hein, parce que je viens quand même d'accoucher. Mais elle m'avait expliqué qu'en étant debout, ça a aidé aussi à ce que le placenta sorte plus rapidement. Je me suis levée, donc elles m'ont soutenue. Je me suis levée et le placenta, j'ai ressenti en fait à nouveau des contractions et le placenta est sorti immédiatement et sans aucune difficulté. De quoi te rassurer, quoi. Ah oui, voilà, donc c'est vraiment c'est la partie que j'appréhendais le plus et au final, oui, ça a été comme une expulsée et voilà, terminé. Enfin, voilà, on n'en parle plus, ça y est, c'était fini. La sage-femme avait pris le placenta et l'avait posé dans un bol à côté parce que moi j'avais demandé dans mon projet de naissance à ce que bébé reste rattaché à son cordon et à son placenta pendant plusieurs heures. Donc du coup on n'a pas coupé tout de suite le cordon. Donc le placenta a été mis dans un bol et on m'a couverte avec une serviette que j'avais pris, un peignoir. Et les sages-femmes m'ont invité à aller m'allonger sur le lit qui était juste à côté avec bébé sur moi pour faire la première tétée d'accueil. Et donc, du coup, voilà, en même pas 20 minutes après l'arrivée de bébé, même pas 20 minutes après, on était tous les trois, parce qu'il y avait mon chéri à côté de nous, allongés sur le lit. Bébé qui a commencé on l'a posé sur moi et il a fait son travail tout seul. Il s'est mis à ramper et à chercher le titi. Et après, il a tété un petit peu et il s'est endormi. Et on s'est endormis tous les trois, parce qu'il était quand même 3h30 du matin. Et du coup, on s'est endormis pendant 3 heures, à peu près. On est resté comme ça. Donc les sages-femmes nous ont laissés. Elles étaient après à côté, le temps de remplir les démarches administratives, hein, parce qu'il y a tout un dossier de suivi à côté. Le matin, elles sont revenues nous voir tranquillement pour savoir si tout se passait bien. Donc elles restaient à côté, hein, donc elles surveillaient pour savoir si ça allait ou pas. Et elles sont venues ensuite pour savoir si on voulait couper le cordon de bébé. Donc c'est papa qui a coupé son cordon. Pendant ce temps-là, une des sages-femmes s'est occupée du bébé avec papa et l'autre sage-femme s'est occupée de moi pour voir un petit peu, pour m'examiner, pour savoir comment ça allait en bas, s'il y avait des soins nécessaires à faire de mon côté. Une sacrée épopée, dis donc. Oui. C'était express, intense et un super souvenir à raconter pour plus tard. Ça a été très très intense, c'est vraiment le mot que je retiendrai. Et finalement, je n'ai eu qu'un point de suture qui a été fait immédiatement par la sage-femme. Ensuite, après ces soins-là, on est resté encore un peu pour se reposer. Et donc bébé a été pesé, mesuré, ils ont vérifié à ce niveau-là. Et après, ce qui était très appréciable, c'est que la journée même, on est rentré chez nous à notre domicile. On avait fait ce choix-là. Donc j'ai accouché à 3h07 et à 11h, on est rentré, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une expérience de se dire, le jour même, on rentre à la maison avec son bébé qu'on vient d'accueillir. C'est vraiment quelque chose de magique de se dire que hier on était 2 et aujourd'hui on est 3. Et puis surtout, c'est que
On continue à être suivi parce qu'on n'est pas lâché dans la nature. Tous les jours après, les sages-femmes viennent te voir à domicile, puisqu'il y a le suivi post-mortem. Elles viennent vérifier l'état de santé de bébé, l'état de santé de la maman et l'état émotionnel aussi du papa. Comment est-ce que le foyer va? Donc elles viennent tous les jours vérifier. Comme je disais au préalable, si on a la moindre question, le moindre problème, on peut les appeler. Il y aura toujours quelqu'un qui va nous répondre. Et c'est un vrai suivi permanent, on n'est jamais seul. Du coup, là, tu nous as un petit peu décrit la délivrance. J'aimerais revenir sur un point par rapport au cordon de bébé. Souvent, en maison de naissance, on peut entendre dans des récits que le bébé reste relié au placenta avec le cordon jusqu'à ce que le cordon cesse de battre. Toi, tu parles de plus longtemps, a priori. Est-ce que tu peux nous expliquer, vu que tu as dit que c'était ton choix, d'où vient ce choix, si c'est pas indiscret? Alors moi, le choix, il vient de mes différentes lectures. J'avais vu qu'effectivement, c'était une bonne chose de laisser en fait le plus longtemps possible bébé raccroché à son placenta jusqu'à ce qu'il cesse de battre, pour qu'il puisse bénéficier en fait de toutes les dernières propriétés que le placenta lui accordait quand il était dans le ventre. Nous, ça a duré plus longtemps que ça, mais parce qu'en fait, on s'est endormi aussi. Du coup, les sages-femmes n'ont pas voulu nous déranger. Et comme on était vraiment très très bien dans cette position et qu'il n'y a pas de difficulté à rester raccroché à son placenta, plus que ça, donc les sages-femmes ne nous ont pas dérangés, ils nous ont laissé profiter de ce moment-là qui, de toute manière, bébé était rattaché avec le placenta, était rattaché aussi de mon côté et ça permettait vraiment de profiter des derniers instants où on était vraiment unis, lui et moi. Comme tu dis, ils n'ont pas voulu vous déranger, mais l'idée, c'était d'attendre que le cordon cesse de battre. Après, c'était juste par respect pour votre intimité, pour votre moment précieux. Voilà, c'est ça. C'était exactement par respect pour notre intimité et parce que, comme je le disais au préalable, elles n'étaient pas intrusives. En fait, elles nous ont laissé porter notre accouchement et accueillir notre enfant comme on le sentait et comment ça s'est fait dans l'instant présent. Parce que moi, j'avais pas prévu de rester 3 heures avec mon bébé sur moi et le placenta raccroché. C'est juste que ça s'est fait naturellement comme ça et qu'elles m'ont laissé faire les choses comme ça. Puisque comme tu le soulevais tout à l'heure, c'est un luxe qu'on a eu d'être ce jour-là la seule maman à accoucher. Parce qu'on est plusieurs mamans à être suivies en maison de naissance. Ça peut arriver qu'une ou deux mamans soient le même jour, mais ce jour-là, il n'y avait que nous à ce moment-là. Et donc, on a eu le privilège d'avoir la maison de naissance rien que pour nous et 2 sages-femmes à nos côtés rien que pour nous aussi. Oui, je maintiens que c'est un luxe et c'est chouette que vous ayez pu en bénéficier. Tu as aussi évoqué les soins de bébé. Tu disais donc qu'il y avait une sage-femme qui était vraiment plus avec papa et bébé à ce moment-là et une plus avec toi. Vous étiez quand même dans la même pièce, au même endroit, pour la proximité, ce que tu disais, d'être toujours dans le respect de votre souhait d'être ensemble. Alors oui, la maison de naissance de Tahiti, il y a un grand salon cuisine et ensuite il y a une grande chambre salle de bain. C'est une pièce unique en fait où tu as le lit et juste à côté la baignoire. C'est pour ça que dès que j'ai accueilli bébé dans la baignoire, j'ai tout de suite été me coucher sur le lit puisqu'en fait c'est la même pièce. Et du coup, quand la sage-femme s'occupait de bébé et de papa sur le lit, moi j'étais juste à côté en fait dans la salle de bain. Mais en fait, j'entendais bébé, je voyais bébé, il me voyait, on pouvait se parler en fait. Donc on est dans la même pièce et on est restés en fait en permanence tous les 3 ensemble. Mais il n'y a pas eu de séparation. Ah non, aucune séparation à aucun moment. Et enfin, pour revenir sur... tu parlais du retour précoce à la maison, donc quelques heures après ton accouchement, vous avez eu besoin, vu que c'était en plein milieu de la nuit, de dormir un petit peu, ce qui peut se comprendre, surtout après avoir vécu un accouchement.
Tu disais que ça avait été chouette pour toi finalement, que du jour au lendemain vous passiez de 2 à 3 dans le même foyer sans avoir X jours d'absence. Est-ce que tu peux préciser un peu plus comment tu l'as vécu ou peut-être comment vous l'aviez anticipé et aussi peut-être comment ton conjoint l'a vécu? Est-ce qu'il l'a vécu avec autant de joie que toi? Alors là, c'est vrai que c'était une grosse question pour nous. Moi, je m'étais même posé la question d'avoir un accompagnement par une doula. Finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai regretté de ne pas être suivie par une doula pendant les premiers jours parce que j'en aurais eu bien besoin. C'était vraiment notre grosse question à mon chéri et moi. Les premiers jours avec bébé, étant donné que c'est notre premier bébé à tous les deux, et que du coup on découvrait le rôle de parent et que on va apprendre et on apprend encore toujours maintenant. Donc c'était les premiers gestes. Alors les sages-femmes, elles sont venues immédiatement. Il y a eu un suivi quasi immédiat. Et donc elles nous ont montré, elles nous ont expliqué comment faire. Mais c'est vrai qu'il y avait l'euphorie, la joie du moment. Et ensuite, c'était, bon, alors maintenant il y a le bébé, on va y aller, on essaie, on se fait confiance, on est ses parents, on va prendre soin de lui. Il y a des moments, on va pas avoir la bonne manière de faire, entre guillemets, mais on apprend et on s'améliorera par la suite. En fait, ce qu'on s'est dit avec mon chéri, c'était ça. C'était que on n'allait pas en fait se jeter la faute, se blâmer en disant ah j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça. On l'a fait avec les connaissances qu'on avait sur le moment. Si c'était pas bien, on l'a fait, ça nous a permis de savoir que c'était pas bien et que justement on fera plus comme ça, on fera de notre manière parce qu'on a eu cette expérience-là. On était tous les deux d'accord sur ça et donc en fait on a expérimenté des choses, on a testé, ça n'a pas marché, on a essayé autre chose jusqu'à trouver comment ça accompagne. Donc on s'est soutenus tous les deux dans ces premiers jours. Oui, c'est primordial de se soutenir et c'est le retour du vécu positif, comme tu dis, en fait, c'est essayer et se faire confiance et avoir confiance entre vous qui a dirigé vos soins auprès de votre enfant et je pense que c'est essentiel de toute façon. Comme tu le disais, en fait, avoir confiance, c'est ce qui va le mieux vous aider à être à l'écoute de bébé. Voilà, exactement. Et pour terminer un petit peu toute cette aventure, il y a eu le postpartum, donc tu as dit à plusieurs reprises que les sages-femmes étaient venues très rapidement, qu'elles ont suivi pendant plusieurs jours à la maison comment ça se passait pour toi, comment ça se passait pour bébé, mais aussi pour ton conjoint. Est-ce que tu peux nous décrire un tout petit peu plus le suivi postpartum offert par la maison de naissance de Tahiti? Combien de temps à peu près il a duré? À quelle fréquence elles sont venues? Et rentrer peut-être un tout petit peu plus dans le détail de ce qu'elles ont pu vous apporter à vous trois. Alors elles nous ont apporté un soutien émotionnel et beaucoup de force. Pour moi, le postpartum a été très difficile. Le premier mois, je l'ai très mal vécu. L'accouchement a été magnifique et toute ma vie, je serai vraiment reconnaissante de cette journée-là. Cependant, après, ça a été plus compliqué. Et c'est pour ça que je regrette ne pas avoir été suivie avec une doula. Parce qu'en fait, autant l'accouchement, j'étais entre guillemets maître de mon corps, puisque c'est mon corps, je sais comment il fonctionne et je le connais. Autant l'allaitement, j'avais oublié le paramètre qu'on est deux dans l'histoire et que ça ne dépend pas que de moi et qu'il y a aussi bébé dedans. On a eu des difficultés d'allaitement qui ont été très dures à vivre pour moi, qui nous a valu d'être hospitalisés après en urgence dans une clinique aux 4 jours de vie de bébé, puisqu'en final, il s'est avéré qu'il avait un frein de langue restrictif ne lui permettant pas de téter efficacement. Et puis moi qui voulais absolument l'allaiter et qui ne voulais pas donner du lait en poudre. Donc les sages-femmes de la maison de naissance du coup, nous ont accompagnés un peu plus longtemps que ce que normalement elles accompagnent,
puisque dans les cas comme ça, justement, elles vont mettre en place un suivi qui est renforcé. Lorsqu'on est sorti de la clinique, elles sont venues quasiment tous les jours ou tous les 2-3 jours, puisqu'elles ont un suivi renforcé pour voir, moi, émotionnellement, psychologiquement, comment je me sentais aussi, puisque c'était une période qui a été très difficile. Et bébé, comment lui il va, est-ce qu'il reprend du poids, quel protocole mettre en place. Donc il y a eu un vrai soutien de leur côté et une vraie complémentarité en fait avec le pédiatre et les sages-femmes qui nous avaient accompagnés à la clinique à laquelle on avait été hospitalisés. Donc ça a duré le premier mois de bébé. Oui, donc du coup, c'était une bonne durée. Oui. Il y a une bonne durée où elle venait à domicile. Hein. Et comme je l'ai expliqué avant, c'est qu'il y a ce vrai suivi qui normalement est, on va dire, qui dure le premier mois, pas forcément tout le premier mois, mais qui dure un certain temps. Et ensuite, elle reste disponible. Donc là, mon bébé a 6 mois, mais si jamais j'ai des questions, je peux encore leur envoyer et elles me répondront pour le bébé. Moi j'avais une question, je me demandais qui avait détecté du coup le frein. Alors, moi, j'ai été la première à avoir cette intuition parce qu'en fait, je me suis dit qu'il y avait un problème et que ça venait peut-être de bébé parce que j'avais plein de lait, donc c'était pas possible. Et j'avais tellement de lait et que bébé ne tétait pas suffisamment bien que du coup, j'ai fait un engorgement à la limite de la mastite. Donc les sages-femmes aussi m'ont expliqué après comment masser mes titis, enfin comment, voilà, quelles étaient les démarches à mettre en place pour exprimer mon lait. Et ensuite, du coup, c'est le pédiatre qui a confirmé le frein de langue et bon, ça s'est suivi avec il a vu un ORL par la suite. Et étant de nature persévérante et tenace, je n'ai pas fait une croix à mon projet d'allaitement, malgré, encore une fois, tout mon entourage qui me décourageait, puisque eux, bien sûr, mon entourage, j'ai même quelqu'un proche de ma famille qui m'a dit cette magnifique phrase tu entretiens ta douleur. C'est pas grave. Mais parce que du coup, moi j'ai la fierté aujourd'hui de dire que mon bébé, ça fait 6 mois que je l'allaite exclusivement, même s'il n'est pas allaité directement à mon titi, enfin à mon sein. Bon, à Tahiti, on dit le sein, on dit titi, pardon. Même s'il n'est pas directement allaité à mon sein, je le tire-allaite. Donc ça a été une très grosse expérience. Le tire-allaitement, c'est quelque chose que j'ai totalement découvert. C'est un monde qui est très peu connu, qui est difficile mais faisable. Et en fait, même les sages-femmes de la maison de naissance m'ont encouragée, m'ont félicité, m'ont dit que c'était génial ce que je faisais pour mon bébé, de continuer comme ça à l'allaiter. Et puis maintenant, je produis tellement de lait que la semaine prochaine, je vais me rapprocher du lactarium pour proposer du don de lait au lactarium. C'est admirable comme démarche et ça peut donner aussi de l'inspiration à plein de femmes qui pourraient être découragées, comme tu dis, que ce soit par leur entourage ou par ce à quoi elles font face par rapport à leur allaitement, que ce soit un frein de langue ou un autre paramètre qui pourrait venir leur faire douter de leur capacité à nourrir leur enfant. Ah oui, vraiment. Moi, j'avais toujours entendu dire que l'allaitement, c'est naturel, mais en fait, c'est pas inné, déjà. Et que plusieurs mamans arrêtaient rapidement d'allaiter leur enfant, abandonnaient. Maintenant, pour l'avoir vécu, je comprends pourquoi. Et que, moi, en tout cas, je me suis battue pour. J'ai essayé pendant plus d'1 mois et demi de mettre bébé au sein, jusqu'au moment où moi j'ai fait mon propre deuil aussi, d'accepter que bébé ne prendra pas le sein et que peut-être que c'est son choix aussi, je sais pas, mais que ça ne se fera pas comme ça, mais qu'au moins bébé pourra avoir le meilleur lait possible et c'est ce qui me permet de tenir encore en tire-allaitement avec 5 tirages journaliers maintenant. Eh ben, c'est admirable. C'était une jolie expérience, en tout cas remplie d'émotions, de pleines rencontres.
de belles images aussi, vu que t'en as même des souvenirs vidéo et photos. C'est Mm. vraiment beau et merci pour ce récit. On a bien entendu au tout début qu'accoucher de manière physiologique, potentiellement t'éloigner des hôpitaux était ton projet. Et du coup, une question nous vient, c'est qu'est-ce que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu de maison de naissance à côté de chez toi, puisque tu as la chance d'habiter à 5 minutes, il me semble, de cette maison de naissance? Quel aurait été ton projet si ça n'avait pas été le cas? J'habite à 5 minutes de la maison de naissance et donc à 5 minutes de l'hôpital. Donc si la maison de naissance n'existait pas, j'aurais accouché à l'hôpital. J'aurais partagé mon projet de naissance. Je me serais battue, je pense, pour que mon projet de naissance soit le plus possible respecté. Je sais très bien qu'il y a des contraintes là-bas qui font que parfois c'est compliqué pour eux. Mais j'aurais essayé le plus possible que, par exemple, que le papa y assiste. Les papas en général y assistent, sauf la période qu'il y a eu exceptionnelle là. Mais par exemple qu'on ne coupe pas tout de suite le cordon ombilical de mon bébé, qu'on ne lui donne pas le bain à la maternité, parce que ça aussi c'était un choix de ne pas tout de suite donner le bain à mon bébé. Donc nous on n'a pas baigné bébé avant un certain temps. Moi je ne voulais pas le baigner avant que le cordon tombe. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça où ayant conscience que le projet n'aurait pas pu être respecté à 100%, mais il y a des points sur lesquels où là non j'aurais fait en sorte que ils essaient de le respecter le plus possible. Hmm. Je sais qu'en métropole, il y a des sages-femmes à domicile. Et il en est quoi en Polynésie? Alors ici sur le territoire, il n'y a pas d'accouchement à domicile. Les accouchements se font uniquement au milieu hospitalier et depuis récemment à la maison de naissance. Par contre, parfois il y a eu des accouchements à domicile, mais parce qu'il y a eu un manque de temps pour arriver à la maternité. Ou là, récemment, je crois que c'était le mois dernier, il y a eu encore un petit bébé qui est né à la mairie de Punavia sur le parking dans le camion des pompiers. Parce que le temps que la maman soit transférée, ils ne sont pas arrivés à temps. Donc ça reste des cas exceptionnels. Ce qui aurait pu t'arriver finalement. Ah oui, L'accouchement express. Ah oui, oui, totalement. Si j'habitais pas à côté de la maison, totalement. Et du coup, si tu devais accoucher à nouveau, est-ce que tu retournerais en maison de naissance? Je pense connaître la réponse, mais... Alors moi, oui, si jamais je devais à nouveau être enceinte et qu'il n'y avait qu'un seul bébé, j'accoucherais naturellement en maison de naissance, mais ayant le projet de vouloir des jumelles, et mon chéri aussi, et je sais que les grossesses gemellaires ne sont pas prises en charge dans la maison de naissance, donc je suis déjà conditionnée sur le fait que potentiellement j'irais à l'hôpital si jamais j'avais la chance que mon souhait se réalise. Donc j'en parle tout le temps, hein. Les personnes me disent non mais tu dis tu vas avoir des jumelles. J'ai dit non, je préfère en parler comme ça. Plus j'en parle et plus peut-être que ça va se faire. La prophétie autoréalisatrice. Voilà. Super. Oui, du coup maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie et avec tout ce que ça t'a apporté, tout ce que ça a nourri en toi, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Alors moi, je vois vraiment une maison de naissance comme un espace entre deux mondes. C'est vraiment un espace de pleine conscience où ça te permet aussi de respecter à la fois en fait le projet de naissance des des parents, le corps de la femme surtout, le respect du corps de la femme, le respect du cheminement de bébé pour arriver dans cette nouvelle vie et respecter aussi les émotions que le papa peut vivre. Une maison de naissance, c'est un espace qui permet de se reconnecter à l'instant présent. Merci pour cette définition et pour tout ce que tu nous as partagé d'autre. On espère que nos auditeurs et nos auditrices comprendront du coup davantage ce qu'est une maison de naissance avec ton récit. Et on espère aussi que celles et ceux qui se préparent à ce genre de projet trouveront les réponses qu'ils souhaitent. Avant de nous quitter, on aimerait poser une toute petite dernière question. C'est si tu aurais une astuce, un petit tips à partager pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent accoucher physiologiquement. Que ce soit
pour la grossesse, pour l'accouchement, peu importe. Un petit truc qui, toi, vraiment a été la petite cerise qui a fait que ça a été top. Un petit truc qui... alors moi, il y a un objet qui m'a accompagnée pendant l'accouchement. Et ça, c'est une des sages-femmes qui me l'avait partagé pendant des préparations de l'accouchement, qui m'expliquait que tu peux prendre un peigne à poux par exemple, un peigne avec des dents, et que tu le serres dans ta main très fort. Comme ça va te créer une douleur sur la main et ça va atténuer du coup la douleur de tes contractions parce que ça va déporter en fait ta concentration ailleurs. Du coup, ça, j'avais gardé cette idée-là. J'ai pris un peigne à cheveux avec des dents que j'avais et c'est l'objet qui est resté dans ma main tout le long de mon accouchement et que j'ai serré très très fort et qui aujourd'hui est au-dessus de la table allongée de mon bébé, à côté de son cordon ombilical qui a séché et qui est tombé. Parce que du coup, c'est l'objet qui me fait me rappeler ce moment-là, parce que vraiment, c'est celui qui m'a accompagnée tout le long et j'étais vraiment contente de l'avoir avec moi ce jour-là. Donc mon petit tip, c'est soit de trouver un objet totem, ou sinon de réussir à déporter la douleur ailleurs. Merci encore, Poéré, pour ce doux moment, pour toute la confiance que tu nous as accordée en nous racontant ton aventure. On te souhaite une bonne continuation. Puis n'hésite pas à nous recontacter si tu envisages un prochain accouchement de maison de naissance, si jamais ce ne sont pas des jumelles. Mais même si ce sont des jumelles, on serait heureuse d'entendre ton expérience à nouveau. Oui, merci beaucoup à toutes les deux pour me donner l'opportunité de partager mon expérience et de témoigner. Moi, je suis convaincue que c'est important, justement, d'avoir le retour en fait, des personnes pour qui ça s'est bien passé, parce que ça se passe bien en général. Il n'y a pas de... Pour moi, je suis convaincue que il faut se faire confiance et que quand la maman est en bonne santé, que le bébé est en bonne santé, que tout est aligné, ça marche en fait. Il faut simplement se redonner le pouvoir et y croire et tout se passera bien. Merci. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.